Le mariage de ta sœur est la priorité de la famille. Nous ne pouvons pas venir au tien, a dit maman. J'ai répondu, ce n'est pas grave. Ils n'avaient aucune idée que je possédais une villa de 6 millions d'euros en Toscane. Quand ils ont vu les photos de notre cérémonie, ils en ont eu le souffle coupé. En grandissant, j'ai appris très tôt que mon existence serait toujours le bruit de fond de la symphonie de Madison. Elle avait 3 ans de plus, c'était l'enfant en or, celle qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais la fille qui existait simplement, dans son ombre considérable. Ma mère m'a fait comprendre, dès que j'ai pu saisir le sens des mots, que Madison méritait tout en premier. Tout ce qu'il y a de mieux. Toujours plus. Quand Madison a voulu des leçons de piano à 7 ans, on m'a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre pour nous deux, bien que j'ai demandé des mois plus tôt. Quand elle a décidé d'aller dans une école privée, mes parents m'ont retiré du programme de musique que j'adorais, pour réaffecter les fonds. Le schéma n'a jamais changé, n'a jamais faibli, et n'a jamais suggéré une seule fois que peut-être, juste peut-être, ils avaient 2 filles qui méritaient d'être célébrées. J'ai arrêté de demander des choses vers l'âge de 12 ans. Il semblait inutile d'exprimer des désirs qui seraient inévitablement écrasés, sous le poids du dernier caprice de Madison. Elle changeait d'aspiration professionnelle comme on change de chemise. Et nos parents finançaient chaque revirement, avec des chéquiers enthousiastes et un soutien émotionnel sans fin, biologiste marine, styliste de mode, architecte, vétérinaire. La liste s'allongeait, pendant que je postulais tranquillement dans les universités, que je remplissais mes propres demandes de bourse, et que je construisais une vie qui n'exigeait rien d'eux. La divergence entre nous s'est accentuée pendant mes années universitaires. Tandis que Madison passait d'une université à l'autre, sans jamais vraiment obtenir de diplôme, je me suis plongé dans l'informatique, dans une université d'État à 2 heures de route. Mes parents lui rendaient constamment visite, sur le campus qui retenait son intérêt du moment. Ils sont venus me voir exactement 2 fois en 4 ans, et les 2 fois, c'était parce qu'ils étaient déjà dans la région pour autre chose. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, et avec 2 offres d'emploi. Aucun de mes parents n'a assisté à la cérémonie, car Madison avait une exposition dans une galerie pour son nouveau passe-temps, la peinture abstraite. Elle peignait depuis 6 semaines, et vivait toujours à la maison à 25 ans, pendant que je lançais ma carrière. Mon père a appelé ça un conflit d'horaires. Ma mère a dit que Madison avait vraiment besoin de leur soutien, durant cette période de vulnérabilité créative. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est calcifié dans ma poitrine. Rien de dramatique, rien d'explosif, juste un durcissement silencieux qui me disait que je n'attendrais plus jamais rien d'eux. La liberté que j'ai ressentie dans cette prise de conscience, c'était enivrant. L'entreprise technologique que j'ai rejointe juste après l'université était une start-up au potentiel énorme. J'ai reconnu quelque chose dans la vision des fondateurs que la plupart des gens n'avaient pas perçu, la manière dont certaines technologies étaient sur le point de converger, de créer des opportunités qui réécriraient des industries entières. J'ai accepté un salaire inférieur en échange de parts dans l'entreprise, j'ai travaillé 100 heures par semaine, et j'ai appris tout ce que je pouvais, non seulement sur le codage, mais aussi sur le développement commercial, l'analyse de marché, et la croissance stratégique. 3 ans plus tard, nous avons été rachetés par un géant de la Silicon Valley, pour un montant qui a fait la une des journaux. Mon portefeuille d'actions s'est traduit par plus d'argent que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'avais 25 ans, et j'étais soudainement riche, d'une manière qui ne semblait pas tout à fait réelle. Je n'en ai parlé à personne. Mes parents pensaient toujours que j'étais juste une autre programmeuse, gagnant un salaire décent. Madison supposait que j'avais des difficultés, comme elle le prétendait perpétuellement, malgré les généreuses allocations mensuelles que nos parents lui versaient encore, à 28 ans. Laissez-les penser ce qu'ils voulaient. Leur supposition n'avait jamais été de ma responsabilité à corriger. L'argent reposait dans des investissements et des comptes, croissant régulièrement pendant que je continuais à travailler. J'ai rejoint une autre start-up, cette fois en tant qu'ingénieur senior précoce, avec d'importantes parts. Nous sommes entrés en bourse 4 ans plus tard. Mon patrimoine net a dépassé les 8 chiffres avant mes 30 ans. À 27 ans, j'ai rencontré David Chen lors d'une conférence professionnelle à Austin. Il était un investisseur en capital risque avec une formation d'ingénieur, quelqu'un qui comprenait le travail que je faisais et le trouvait vraiment fascinant, plutôt qu'intimidant. Nous avons parlé pendant 6 heures cette première nuit, fermant le bar d'un hôtel tout en discutant de tout, des algorithmes d'apprentissage automatique à notre amour commun pour l'architecture historique. Il ne s'est jamais soucié de ma situation familiale. Quand j'ai mentionné que j'étais distante d'eux, il a simplement hoché la tête et dit que sa propre famille avait aussi ses complexités.
Nous avons construit quelque chose ensemble, qui n'avait rien à voir avec nos origines, mais tout à voir avec notre avenir. 2 ans après le début de notre relation, David m'a demandé en mariage lors d'un voyage en Italie. Nous visitions la Toscane, séjournant dans de petits hôtels viticoles, et mangeant notre pois en pâte faite à la main. Sur une colline surplombant des vallées dorées qui semblaient s'étendre à l'infini, il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa question. Nous avons trouvé la villa 3 jours plus tard, presque par accident. Notre voiture de location a pris un mauvais virage sur une route étroite, et soudain, elle était là, des murs de pierre séculaire brillant sous la lumière de l'après-midi, des cyprès se dressant en sentinelle le long de l'allée. Toute la propriété était enveloppée dans ce genre de beauté qui vous fait comprendre pourquoi les gens écrivent de la poésie. Le propriétaire était un comte, dont la famille avait possédé la propriété pendant 9 générations, mais ne pouvait plus l'entretenir. Il voulait quelqu'un qui l'aimerait, la restaurerait, et garderait son âme intacte. Nous avons parcouru le domaine pendant des heures, à travers des jardins retournés à l'état sauvage, devant une chapelle avec des fresques encore visibles sous des siècles de crasse, autour d'une piscine remplie de feuilles et d'eau de pluie. David m'a regardé avec une question dans les yeux. J'ai appelé mon conseiller financier depuis la terrasse, pendant que le comte nous servait du limoncello dans des verres en cristal plus anciens que notre pays. Nous avons fait une offre cet après-midi-là. Elle a été acceptée avant notre retour. Le prix d'achat était de 5,4 millions d'euros. Nous avons dépensé 600 000 euros de plus pour une restauration soignée, en engageant des artisans italiens qui savaient comment honorer la structure de la villa, tout en l'amenant doucement vers une fonctionnalité moderne. Chaque carreau, chaque pierre, chaque poutre de bois a été choisi avec révérence pour ce qui avait précédé. Le processus a duré 18 mois. Nous prenions l'avion tous les mois pour vérifier les progrès, séjournant dans les villes voisines et tombant lentement amoureux de la région, de la langue, d'une vie que nous pouvions construire là-bas. Au moment où les travaux se sont terminés, nous avions déjà décidé que c'est ici que nous nous marierions. La planification du mariage est devenue une joie que je n'avais pas anticipée. Nous avons gardé la liste des invités intimes, juste 40 personnes qui comptaient vraiment pour nous, des amis qui avaient toujours été là, la famille proche de David qui m'avait accueilli chaleureusement, et des collègues qui étaient devenus de véritables compagnons. Nous avons engagé des fournisseurs locaux, un traiteur du village voisin, une fleuriste qui n'utilisait que des fleurs cultivées dans un rayon de 10 km, et un photographe dont le portfolio m'a fait pleurer. J'ai appelé ma mère un mardi soir de mars pour lui annoncer nos fiançailles. Madison avait annoncé les siennes 3 mois plus tôt avec Bradley, son petit ami depuis 11 mois. Ma mère m'avait appelé, en larmes de joie, parlant pendant 40 minutes des plans de mariage déjà en cours. Quand j'ai partagé ma nouvelle, sa réponse a été tiède. « Félicitations », a-t-elle dit, suivie de questions immédiates sur le calendrier. Madison avait fixé sa date pour fin septembre. Le ton de ma mère indiquait clairement qu'elle s'attendait à ce que je m'organise en fonction de cela. Je lui ai dit que David et moi pensions à fin août, dans un lieu en Italie. J'ai gardé les détails vagues, le décrivant simplement comme une petite villa que nous avions louée. Le mensonge par omission semblait justifié, compte tenu de la trajectoire de la conversation. Le silence de ma mère s'est étiré inconfortablement avant qu'elle ne reprenne la parole. Madison aurait besoin d'aide pour sa planification pendant l'été. Il y aurait des essayages de robes, des réunions avec les fournisseurs, des fêtes prénuptiales. L'implication était lourde, ma disponibilité pour ces événements était supposée, attendue, obligatoire. J'ai dit que je ferais de mon mieux, mais que je ne pouvais rien promettre, compte tenu de mes engagements professionnels. Le soupir déçu de ma mère était un son que j'avais entendu d'innombrables fois, le son qui signifiait que je ne parvenais pas à établir les bonnes priorités, que je ne comprenais pas où ma loyauté devait se situer. Les mois suivants se sont déroulés comme prévu. Le mariage de Madison a consumé chaque appel téléphonique familial, chaque texto de groupe, chaque conversation. Ma mère a envoyé des tableurs avec des attributions de tâches. Mon père a transféré des devis de fournisseurs, sollicitant des avis. Madison elle-même appelait périodiquement pour monologuer sur les décisions qu'elle avait prises, ne demandant jamais vraiment de contribution, mais attendant clairement une affirmation enthousiaste. À 31 ans, elle avait enfin trouvé quelqu'un prêt à l'épouser, et mes parents traitaient cela comme un miracle qui exigeait la dévotion complète de tous. La planification de mon propre mariage s'est poursuivie en parallèle, invisible pour ma famille. J'ai envoyé les faire-part en avril, une simple carte avec le nom de la villa, la date, et le lieu. Ma mère a appelé immédiatement. L'Italie, c'était si loin, a-t-elle dit.
La date n'était que 4 semaines avant le mariage de Madison. Sûrement, je comprenais à quel point ils étaient occupés. Pourrais-je envisager de le déplacer, peut-être au printemps prochain, une fois que les choses se seraient calmées? J'ai dit que la date était fixée, que les acomptes étaient versés, que les fournisseurs étaient réservés. Elle pouvait venir ou non, c'était entièrement son choix. Le silence qui a suivi était différent des autres. Ma mère a finalement dit qu'ils essaieraient de s'arranger, mais son ton suggérait que je ne devais compter sur rien. Madison m'a appelé 2 jours plus tard, la voix tendue par une colère à peine contenue. « Comment peux-tu être si égoïste ?» a-t-elle exigé. « Ne réalises-tu pas que mon mariage est le jour le plus important de ma vie ? Avoir le tien si proche me volerait la vedette, diviserait l'attention de la famille, et rendrait tout plus stressant pour moi. » Je l'ai écouté divaguer pendant 15 minutes avant de déclarer calmement que le monde ne tournait pas autour de son mariage, et que j'en avais fini avec cette conversation. J'ai raccroché alors qu'elle était en pleine phrase, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. La libération était presque physique. Juin a apporté la fête prénuptiale de Madison, un événement somptueux dans un country club qui a coûté des milliers à mes parents. J'ai pris l'avion pour y assister, j'ai apporté un cadeau généreux, et j'ai souri pendant 4 heures, célébrant le mariage imminent de ma sœur. Personne ne m'a interrogé sur mon mariage, sauf une cousine qui m'a acculé près des toilettes, sincèrement curieuse à propos de l'Italie. Elle s'appelait Rebecca, et elle avait toujours été gentille avec moi, même quand le reste de la famille ne l'était pas. Je lui ai montré quelques photos sur mon téléphone, l'extérieur de la villa, la chapelle, les jardins. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a demandé si c'était une location. J'ai répondu quelque chose de vague, sur le fait de connaître les propriétaires, et j'ai changé de sujet. Juillet est arrivé avec un appel téléphonique que j'attendais à moitié. La voix de ma mère portait cette combinaison particulière de culpabilité et d'accusation qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Ils avaient regardé les vols pour l'Italie, a-t-elle dit. C'était si cher, surtout avec tout l'argent qu'ils avaient dépensé pour le mariage de Madison, et le moment était vraiment difficile. Madison avait besoin d'eux à sa disposition, à l'approche de son grand jour. Peut-être que tu pourrais comprendre si nous ne pouvons pas venir en Italie. Quelque chose en moi, le dernier fil qui me reliait à l'espoir qu'il pourrait me choisir, juste une fois, s'est finalement rompu net. Ma voix est restée calme, presque agréable. Ce n'est pas grave, lui ai-je dit. David et moi, vous nous manquerez, mais nous comprendrons. Ce sont des choses qui arrivent. Ma mère sembla surprise par ma facilité à accepter. Elle s'attendait clairement à de la résistance, à des disputes, peut-être à des larmes. Au lieu de cela, j'ai posé des questions sur les retouches de la robe de Madison et je l'ai laissé parler pendant 20 minutes avant de dire que j'avais une réunion et que je devais y aller. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau à la maison, surplombant la baie de San Francisco, et je n'ai rien ressenti. Pas de chagrin, pas de colère, juste un espace vide là où vivait autrefois l'obligation familiale. David m'a trouvé là 1 heure plus tard. Je lui ai dit que mes parents ne venaient pas. Il m'a prise dans ses bras, m'a demandé si j'allais bien. J'ai réalisé que, sincèrement, j'allais bien. Mes parents ont officiellement décliné l'invitation par écrit 2 semaines plus tard, un bref email citant des préoccupations de coût et de calendrier. Ils espéraient que nous comprendrions. Madison a envoyé un texto disant qu'elle était désolée, mais aussi que c'était probablement mieux ainsi, car elle avait vraiment besoin qu'il se concentre sur son mariage. Mon père ne m'a pas contacté du tout. J'ai répondu à l'email de ma mère par une seule ligne, je comprends tout à fait. Profitez bien du mariage de Madison. Les semaines précédant mon propre mariage se sont confondues, de la meilleure façon possible. David et moi nous sommes envolés pour l'Italie 10 jours plus tôt. Les amis et la famille choisie ont commencé à arriver, remplissant la villa de rire et d'amour. Les parents de David sont arrivés 1 semaine à l'avance, tombant immédiatement amoureux de la propriété et insistant pour aider aux préparatifs de dernière minute. La villa s'était transformée en quelque chose qui dépassait mes rêves les plus fous. Les travaux de restauration avaient révélé des fresques dans la chapelle, que des experts datés du XVe siècle. Les jardins fleurissaient de roses et de lavande. La piscine scintillait, propre et accueillante. Chaque pièce rayonnait de cette lumière toscane qui semble tout embellir, simplement en le touchant. Nous avons organisé un dîner de bienvenue 3 soirs avant le mariage, de longues tables dressées dans le jardin sous des guirlandes lumineuses, du vin local coulant à flot, une nourriture préparée par notre équipe de traiteurs qui a fait soupirer de plaisir tout le monde. La mère de David a porté un toast,
les larmes aux yeux. Ma meilleure amie de l'université, Elena, a parlé de m'avoir vu construire une vie de mon propre chef. Quelqu'un a commencé à chanter, d'autres se sont joints à lui, et la nuit s'est dissoute dans la joie. La veille du mariage, David et moi avons parcouru le domaine au lever du soleil, juste nous deux. Il m'a demandé si j'étais triste à propos de ma famille. Je lui ai dit la vérité. J'avais fait leur deuil il y a des années, petit à petit, déception après déception. Leur absence à ce moment précis faisait moins mal que leur présence n'aurait pu le faire, car je n'aurais pas à passer le jour de mon mariage à les regarder donner la priorité à Madison, même de l'autre côté de l'océan. Le jour de notre mariage s'est levé, clair et chaud, ce genre de temps parfait de fin août que la Toscane fait mieux que n'importe où ailleurs sur Terre. Je me suis préparé dans la suite principale de la villa, avec Elena et 3 autres amis proches pour m'aider avec la coiffure et le maquillage, le champagne apparaissant dans les verres sans que personne ne sache vraiment qui les remplissait. Ma robe a été faite sur mesure par une créatrice à Florence, de la soie qui bougeait comme de l'eau, des manches en dentelle délicate, une traîne qui semblait flotter. Quand je me suis enfin regardé dans le grand miroir ancien, je me suis à peine reconnu. J'avais l'air heureuse, sincèrement, incroyablement heureuse. La cérémonie a eu lieu dans la chapelle restaurée. Nous l'avons gardée intime, personnelle, chaque détail choisi parce qu'il signifiait quelque chose pour nous. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi. Des fleurs tombaient en cascade de chaque surface. La lumière filtrait à travers les fenêtres anciennes, peignant tout le monde en ambre et or. David a pleuré en me voyant remonter l'allée. Ses vœux parlaient de partenariat, de construire quelque chose ensemble qui honorait qui nous étions individuellement. Mes propres vœux promettaient l'aventure, l'honnêteté, et un amour qui ne m'obligerait pas à me diminuer. Notre ami Marcus, ordonné en ligne spécifiquement pour l'occasion, nous a déclarés mariés avec une émotion sincère dans la voix. La réception s'est déroulée de l'après-midi jusqu'au soir. Les plats apparaissaient au fur et à mesure que la lumière changeait, des discours qui ont fait rire et pleurer tout le monde, de la danse dans le jardin alors que les étoiles apparaissaient. Notre photographe se déplaçait au milieu de tout cela comme un fantôme, capturant des moments que je savais que je chérirais pour toujours. Une image en particulier m'a arrêté quand je l'ai vue plus tard, David et moi sur la terrasse de la villa au coucher du soleil, le paysage toscan s'étendant derrière nous dans des tons de vert doré, la scène entière ressemblant à un tableau de la Renaissance prenant vie. Nous ressemblions à des gens qui étaient entrés dans un conte de fées, et avaient décidé d'y rester. Nous n'avons rien posté sur les réseaux sociaux pendant le mariage ou la lune de miel qui a suivi, 2 semaines à visiter l'Italie, séjournant dans notre villa entre des voyages à Venise et sur la côte amalfitaine, existant dans une bulle où rien d'autre ne comptait. C'est David qui a finalement suggéré que nous pourrions partager quelques photos. Pas pour ma famille, a-t-il précisé. Pour nous, pour marquer le début de ce chapitre. J'ai choisi 20 images avec soin. L'extérieur de la villa à l'heure dorée. L'intérieur de la chapelle avec des fleurs et des bougies. Une vue d'ensemble de la réception, montrant l'échelle et la beauté de la propriété. Des photos de détails de la nourriture, du vin, et des fleurs. Plusieurs de David et moi, clairement aux anges. Et cette photo sur la terrasse au coucher du soleil, celle qui semblait impossible, trop belle pour être vraie. Je les ai postées sur Instagram un jeudi soir, heure de Californie, avec une légende simple, j'ai épousé l'amour de ma vie dans notre villa en Toscane. Le plus beau jour de ma vie. La réaction a été immédiate et écrasante. Les amis ont commenté avec joie et félicitations. D'anciens collègues ont exprimé leur stupéfaction. Des connaissances que j'avais presque oubliées ont envoyé des messages de ravissement. Et puis, le lendemain matin, ma mère a appelé. Il était à peine 6 heures du matin en Californie, ce qui signifiait qu'elle s'était réveillée tôt exprès pour me contacter. Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse, essayant de décider si nous devions visiter Florence à nouveau ou simplement passer une autre journée à la villa. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie, puis je l'ai vu appeler 3 fois de plus en 10 minutes. Finalement, j'ai répondu. Sa voix est parvenue, frénétique, confuse, presque paniquée. Était-ce vraiment votre villa? Vous possédez cet endroit? Comment est-ce possible? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai siroté mon cappuccino et je l'ai laissé s'agiter un moment avant de parler. Je lui ai rappelé qu'elle n'avait jamais demandé de détails sur mon mariage. Elle avait fait des suppositions, pris des décisions, et ses priorités étaient très claires. Le mariage de Madison comptait plus, alors j'avais respecté cette priorité et je ne les avais pas dérangés avec des informations qu'ils ne voulaient clairement pas.
Le ton de ma mère a changé pour quelque chose entre la défensive et le désespoir. Si nous avions su, a-t-elle dit, si nous avions compris à quoi ressemblerait le mariage, bien sûr que nous serions venus. Comment as-tu pu ne pas nous dire que tu possédais un endroit comme ça? L'audace était presque impressionnante. Je lui ai demandé sans détour, seriez-vous venu si le mariage avait eu lieu dans une salle de réception louée dans l'Ohio? Si les photos avaient montré une célébration modeste dans un lieu ordinaire, auriez-vous regretté de l'avoir manqué? Le silence m'a répondu plus clairement que les mots. Je lui ai dit que je devais y aller, que David et moi avions des projets pour la journée. Elle m'a supplié d'attendre, d'expliquer davantage, de l'aider à comprendre. J'ai dit qu'il n'y avait rien à comprendre. Ils avaient fait leur choix, j'avais fait le mien, et maintenant tout le monde devait vivre avec les conséquences. Madison m'a envoyé un texto 40 minutes plus tard. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Mon père a envoyé un email ce soir-là, plus long que toute communication que j'avais reçue de sa part depuis des années. Il parlait de malentendus, de son désir de faire partie de ma vie, de fierté et de ce que j'avais accompli. Les mots sonnaient creux, arrivant seulement après que les photos aient prouvé que j'avais quelque chose de digne d'envie. La semaine suivante, mon téléphone s'est constamment allumé. Ma mère appelait 2 fois par jour. Madison laissait des messages vocaux qui passaient de la colère à la supplication, puis à l'accusation. Mon père envoyait des emails de plus en plus désespérés. Des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années voulaient soudainement renouer le contact. Tous avaient vu les photos. Tous étaient pleins de questions. Je n'ai répondu à rien de tout cela. David et moi avons terminé notre lune de miel en paix, passant nos derniers jours à la villa comme prévu, nageant dans la piscine, lisant dans le jardin, faisant l'amour dans une chambre qui surplombait les vignobles et les collines anciennes. Avant de partir, j'ai parcouru la propriété seule une dernière fois. Cet endroit représentait quelque chose au-delà de l'argent ou du succès. C'était la preuve que j'avais bâti une vie magnifique sans eux, malgré eux, au mépris de chaque message qu'ils m'avaient envoyé sur ma valeur. Nous sommes rentrés à la mi-septembre. Le mariage de Madison était dans 3 semaines. Le groupe de discussion familiale, que j'avais mis en sourdine il y a des mois, avait apparemment explosé, avec des drames continus sur mon mariage italien et la prise de conscience croissante de mes parents de ce qu'ils avaient manqué. Elena, ma meilleure amie de l'université, qui était restée proche de ma famille au fil des ans depuis qu'elle avait déménagé dans leur région pour le travail, était toujours dans le groupe. Elle m'a envoyé des captures d'écran. Ma mère avait posté, demandant si quelqu'un savait comment me joindre, disant que je ne répondais pas. Madison avait écrit de longs paragraphes sur le fait de se sentir éclipsé, même à son propre mariage, parce que les gens n'arrêtaient pas de poser des questions sur l'Italie. Mon père avait tenté de limiter les dégâts, suggérant que tout le monde se concentre sur la célébration du jour à venir de Madison. Une cousine, Amanda, avait simplement écrit, « Peut-être que si vous traitiez vos 2 filles de la même manière, vous auriez été invité aux 2 mariages. » Le message a généré 37 réponses avant que ma mère ne supprime le chat et en crée un nouveau, sans Amanda. Le mariage de Madison a eu lieu un samedi de fin septembre. Je le sais parce qu'Elena y a assisté et m'a envoyé des nouvelles. C'était, de l'avis de tous, charmant, une cérémonie traditionnelle à l'église, une réception dans un bel hôtel, de la bonne nourriture, et de la danse. Mes parents avaient dépensé plus de 80 000 € pour s'assurer que Madison ait tout ce qu'elle voulait. Elena a dit que ma mère avait pleuré pendant toute la cérémonie, et pas de joie. Elle a dit que les gens n'arrêtaient pas de mentionner mon mariage, demandant à mes parents s'ils y étaient allés, exprimant leur émerveillement devant les photos. Ma mère aurait dit à plusieurs personnes qu'il y avait eu un conflit d'horaire qu'ils ne pouvaient éviter. Madison était magnifique dans sa robe, a rapporté Elena. Mais il y avait une tension sous-jacente, le sentiment que la journée n'atteignait pas tout à fait la perfection que Madison avait exigée. Bradley semblait assez heureux, bien qu'Elena ait noté qu'il passait beaucoup de temps sur son téléphone. J'ai envoyé un cadeau à Madison, un chèque généreux et une note lui souhaitant bonne chance. Je n'y suis pas allé. Elle ne m'avait pas invité de toute façon, une omission qui s'est produite simplement en ne m'envoyant jamais d'invitation, plutôt qu'en m'excluant explicitement. Les mois qui ont suivi les 2 mariages ont apporté des tentatives continues de contact de la part de ma famille. Ma mère a envoyé des cartes, des emails, et a laissé des messages vocaux de plus en plus émotifs. Elle voulait venir nous rendre visite, voir notre maison à San Francisco, nous rencontrer pour dîner et parler correctement. Elle voulait comprendre ce qui s'était passé, réparer notre relation, faire partie de ma vie.
Je me suis demandé combien de temps il lui faudrait pour réaliser que j'essayais de faire partie de sa vie depuis 30 ans, et qu'elle avait constamment choisi autrement. Les tentatives de Madison étaient moins fréquentes, mais plus autoritaires. Elle voulait voir la villa, a demandé si elle et Bradley pouvaient y passer des vacances, a suggéré que nous étions cruels de rejeter la famille. La supposition qu'elle méritait d'avoir accès à ma propriété, simplement en vertu des liens du sang, était stupéfiante. Mon père a écrit une lettre, du vrai papier et un stylo, arrivé en novembre. Il parlait de regret, de ne pas avoir réalisé à quel point il avait négligé notre relation, de vouloir une autre chance. La lettre était bien écrite et semblait sincère. Elle arrivait aussi 4 mois trop tard, et environ 28 ans trop court par rapport au moment où elle aurait pu compter. Je l'ai montrée à David pendant le dîner. Il l'a lu attentivement, puis m'a demandé ce que je voulais faire. C'est ce que j'aimais chez lui. Il ne me disait jamais ce que je devais ressentir ou comment je devais réagir. Il soutenait simplement tout ce que je décidais. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. La colère s'était estompée, laissant place à quelque chose de plus complexe. Pas du pardon, exactement, mais une sorte d'acceptation du fait que c'était ainsi qu'ils étaient, et qu'ils le seraient probablement toujours. Des gens qui valorisaient les apparences et le statut plutôt que la substance, qui mesuraient l'amour en fonction de ce qui se reflétait bien sur eux. Noël a apporté une réunion de famille à laquelle je n'ai pas assisté. Madison a reçu chez elle, dans la maison que mes parents lui avaient achetée, à elle et à Bradley, comme cadeau de mariage. Elena m'a dit que ma mère avait bu trop de vin et avait pleuré à propos de sa relation brisée avec moi. Mon père, apparemment, est resté assis tranquillement, l'air triste. Madison s'est plainte que les gens posaient encore des questions sur ma villa. J'ai passé Noël à la villa, à la place. David et moi, fuyant le brouillard de Californie pour l'hiver toscan. Nous avons reçu des amis, un groupe différent de celui du mariage. Des gens qui se trouvaient en Europe et voulaient célébrer ensemble. Nous avons cuisiné dans l'immense cuisine, bu du vin des vignobles locaux, nous sommes promenés dans les jardins d'hiver, et avons passé de longues soirées au coin du feu dans le salon. C'était le meilleur Noël que j'ai jamais eu. La nouvelle année a apporté un changement dans l'approche de mes parents. Plutôt que des tentatives de contact constantes, ils semblaient se retirer, comprenant peut-être enfin que leur attention n'était pas désirée. Les appels de ma mère sont passés à 1 par mois, de brefs messages vocaux disant qu'elle pensait à moi. Les emails de mon père sont devenus des nouvelles occasionnelles, sans attendre de réponse. Madison a complètement cessé de me contacter après que je n'ai pas répondu à sa demande d'utiliser la villa pour son premier voyage d'anniversaire de mariage. En février, Elena a appelé avec des nouvelles. Madison et Bradley divorçaient. Apparemment, il avait une liaison depuis avant le mariage. Madison était dévastée, séjournant chez nos parents, s'effondrant de manière spectaculaire. Elena m'a demandé si je comptais la contacter. J'y ai réfléchi longuement avant de répondre. Une partie de moi ne ressentait rien, la partie qui avait été exclue, diminuée, et ignorée pendant si longtemps. Mais une autre partie, plus petite et plus silencieuse, ressentait une tristesse sincère que Madison souffre. J'ai envoyé un texto, désolé d'apprendre pour le divorce. C'est vraiment difficile. Je te souhaite le meilleur. Elle n'a pas répondu pendant 3 jours, puis a finalement écrit, merci. Je ne vais pas bien. Je ne savais pas quoi dire à ça. Je n'avais jamais été la personne vers qui elle se tournait, jamais été positionné comme quelqu'un dont le soutien comptait. J'ai opté pour, les ruptures sont terribles. Donne-toi du temps et de l'espace pour faire ton deuil. Nous avons échangé des textos sporadiquement après ça. Rien de profond, rien qui ne reconstruise des ponts qui avaient brûlé, mais des échanges civils qui reconnaissaient que nous étions techniquement sœurs. Elle ne s'est jamais excusée pour les années où elle a été complice de mon exclusion. Je n'ai jamais offert une absolution qu'elle ne cherchait pas. Ma mère a essayé d'utiliser le divorce de Madison comme une ouverture, m'appelant pour me dire à quel point ma sœur avait besoin du soutien de la famille en ce moment. L'implication était claire, je devais prendre sur moi, être la plus grande, donner la priorité aux besoins de Madison par rapport à mes propres limites. C'était si parfaitement typique d'elle que j'ai failli rire. Je lui ai dit que j'avais envoyé mes vœux à Madison et que j'en resterais là. Ma mère a insisté, disant que la famille, c'était être là dans les moments difficiles. J'ai souligné que la famille, c'était aussi être présent au mariage, et que nous faisons tous des choix de priorité. Elle n'a pas rappelé pendant 2 mois. Le printemps nous a ramenés, David et moi, à la villa pour 3 semaines.
Nous commencions à l'utiliser plus régulièrement, parfois pour des retraites de travail, parfois juste pour nous évader et nous reconnecter. J'avais recommencé à coder, travaillant sur un projet qui m'intéressait purement pour le défi intellectuel. David conseillait plusieurs startups à distance. Nous avions construit une vie qui nous permettait de travailler de n'importe où, et nous en profitions pleinement. Assis sur la terrasse un soir, regardant le coucher de soleil peindre les collines de couleurs impossibles, David m'a demandé si je regrettais la tournure des événements avec ma famille. J'ai réfléchi à sa question, sérieusement, essayant de trouver des réponses honnêtes sous les réactions instinctives. Je lui ai dit que je regrettais qu'il n'ait jamais été capable de m'aimer comme je le méritais. Je regrettais les années perdues à espérer que les choses changent. Mais je ne regrettais pas de m'être protégé. Je ne regrettais pas d'avoir construit quelque chose de magnifique auquel il n'avait pas contribué. Je ne regrettais pas de les avoir laissés faire face aux conséquences de choix qu'ils avaient faits, librement et à plusieurs reprises. Il a hoché la tête, comprenant sans avoir besoin de plus d'explications. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, alors que les étoiles apparaissaient. La villa brillait chaleureusement derrière nous. La vie que nous avions créée nous enveloppait comme une promesse tenue. À l'été, mes parents avaient pratiquement renoncé à tout contact régulier. Ma mère m'a envoyé ses vœux d'anniversaire en juin. Mon père m'a envoyé un email de félicitations lorsqu'un projet sur lequel j'avais travaillé a fait l'objet d'un article de presse. Madison aimait occasionnellement des publications Instagram, mais ne commentait jamais. J'étais devenu dans leur vie ce que j'avais toujours été, optionnel. La différence, c'est que maintenant, j'avais rendu ma propre vie tout aussi optionnelle pour eux. La dynamique du pouvoir avait changé de manière irrévocable. Ils ne pouvaient pas faire de demande, car je n'avais besoin de rien de ce qu'ils avaient à offrir. Ils ne pouvaient pas user de la culpabilité, car j'avais cessé de l'accepter comme monnaie d'échange. Amanda, la cousine qui m'avait défendu dans le groupe de discussion supprimé, m'a contacté de son propre chef. Nous avons pris un café lorsqu'elle a visité San Francisco. Elle a dit que voir ma situation l'avait amenée à examiner ses propres dynamiques familiales, à fixer des limites qu'elle aurait dû établir des années plus tôt. Elle m'a demandé si j'envisagerais un jour de me réconcilier avec mes parents. Je lui ai dit que je n'étais pas opposé à un certain niveau de relation, à terme, mais que cela devrait se faire à des conditions très différentes d'avant. Cela exigerait qu'ils reconnaissent leur comportement, qu'ils fassent de véritables excuses, et qu'ils acceptent que la confiance doit être reconstruite, lentement. Amanda m'a demandé si je pensais qu'ils en étaient capables. J'ai dit honnêtement que je ne savais pas, et que je ne retenais pas mon souffle en attendant de le découvrir. Une autre année a passé. David et moi avons célébré notre 2e anniversaire de mariage à la villa, juste nous deux. Nous avions commencé à planifier de passer une partie de chaque année là-bas, peut-être 6 mois en Californie et 6 mois en Italie. Notre travail le permettait, et notre mariage s'épanouissait dans l'aventure. La villa nous appelait d'une manière qui s'approfondissait, plutôt que de s'estomper avec le temps. Je pensais parfois aux portes coulissantes de la vie, à la façon dont un appel téléphonique, 2 ans plus tôt, avait tout mis en mouvement. Si ma mère avait dit qu'il trouverait un moyen d'assister à mon mariage, quel que soit le moment, les choses seraient-elles différentes? S'il m'avait choisi, ne serait-ce qu'une fois, aurais-je été capable de cette rupture nette? Les questions étaient hypothétiques et, finalement, inutiles. Ils avaient révélé qui ils étaient, par un comportement constant pendant 30 ans. Mon mariage n'était que le moment où j'ai finalement arrêté de leur trouver des excuses. Ce que j'ai construit par la suite semblait solide et réel, d'une manière que les rêves d'enfance d'acceptation familiale n'avaient jamais eu. La villa en Toscane n'était pas seulement une propriété, ni même juste un endroit que j'aimais. C'était la preuve physique que j'avais créé de la beauté sans leur bénédiction, trouvé l'amour sans leurs conseils, et bâti une vie qui n'exigeait pas leur validation. Parfois, Elena me demandait s'il me manquait. La réponse était compliquée. L'idée de parents qui sont présents, qui célèbrent leurs 2 filles de la même manière, qui me font sentir valorisé, me manquait. Mais je n'avais jamais vraiment eu ces parents-là. Leur absence était comme le deuil d'une fiction. Ce qui ne me manquait pas, c'était la déception constante, la gestion émotionnelle, le calibrage minutieux des attentes, assez basses pour éviter la dévastation. Il ne me manquait pas de voir Madison tout recevoir pendant que je me contentais des miettes. Il ne me manquait pas d'être invisible dans ma propre famille. La liberté de l'absence l'emportait sur le chagrin de la perte, à chaque fois. À l'automne de notre 3e année de mariage, David m'a surprise avec une suggestion. « Et si nous achetions une autre propriété ?» a-t-il dit,
peut-être au Portugal ou dans le sud de l'Espagne, et commencions à constituer un portefeuille d'endroits que nous aimons. Nous pourrions les restaurer, les utiliser, les partager avec les gens qui nous sont chers. L'idée m'a ravi pour des raisons qui allaient au-delà de l'immobilier ou de l'investissement. Elle représentait la continuation de la construction de cette vie que nous avions créée, l'expansion de notre monde avec intention et joie. Nous avons commencé à faire des recherches, à faire des voyages exploratoires, à imaginer de nouvelles possibilités. Ma famille n'avait aucune part à tout cela. Ils ne savaient rien de nos projets, de nos voyages, ni de la manière dont notre vie devenait de plus en plus intéressante. Ils avaient perdu le droit à cette connaissance, en n'étant pas là quand ça comptait. Madison se serait remariée finalement, un deuxième mariage rapide qu'Elena a décrit comme petit et discret. J'ai envoyé un autre chèque, une autre brève note. Elle m'a remercié par texto. Nous sommes restés des étrangères cordiales, liées par la biologie et rien d'autre. Mes parents sont devenus des personnes dont j'entendais parler par des nouvelles occasionnelles, plutôt que des personnes que je connaissais activement. Ma mère a eu des problèmes de santé. Mon père a pris sa retraite. Ils ont déménagé dans une maison plus petite. La vie a continué pour eux, comme pour tout le monde. Et j'existais en périphérie de tout cela, par choix. La question que les gens posaient parfois était de savoir si je leur avais pardonné. Je ne voyais pas les choses en ces termes. Le pardon impliquait qu'ils l'aient demandé, qu'ils aient travaillé pour l'obtenir, qu'ils l'aient mérité par un changement de comportement. Ils n'avaient rien fait de tout cela. Ce que j'avais fait, à la place, c'était de les libérer du rôle que je voulais qu'ils jouent. J'avais cessé de les voir comme des parents au sens traditionnel du terme, et je les avais recadrés simplement comme des personnes auxquelles j'étais apparenté. Des personnes qui n'avaient jamais vraiment su comment m'aimer correctement. Ce recadrage a supprimé les attentes, et sans attente, il n'y avait rien à pardonner. Les parents de David, en revanche, étaient devenus la famille que je n'avais jamais su que je pouvais avoir. Sa mère, Patricia, appelait tous les dimanches juste pour discuter, jamais avec un ordre du jour ou une comparaison avec ses autres enfants. Son père, Robert, m'envoyait des articles qu'il pensait que je trouverais intéressants, se souvenant de détails sur mon travail que mon propre père n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Ils ont visité la villa 2 fois, apportant des cadeaux pour la maison et un enthousiasme sincère pour ce que nous avions créé. Patricia a pleuré de joie en se promenant dans les jardins, me disant à quel point elle était fière de m'avoir comme belle-fille. Le contraste était parfois assez frappant pour être douloureux. Ces personnes ne me connaissaient que depuis quelques années, mais elles me traitaient avec un amour et un intérêt plus constants que mes propres parents n'avaient réussi à le faire en 3 décennies. Ils se souvenaient de mon anniversaire sans les rappels de Facebook. Ils posaient des questions sur mes projets avec une curiosité sincère. Ils ne m'ont jamais fait sentir que j'étais en compétition pour leur attention ou leur affection. David a remarqué la façon dont je m'adoucissais en présence de ses parents, la façon dont je riais plus facilement au dîner de famille, la façon dont je ne me préparais pas avant les appels téléphoniques avec eux. Il a mentionné un jour que me voir détendu en famille lui avait fait réaliser à quel point j'avais toujours été tendu en décrivant la mienne. Je ne l'avais même pas remarqué. Cette vigilance constante, cette armure émotionnelle que je portais chaque fois que ma famille était impliquée, avait disparu. Avec les chaînes, je pouvais juste exister. Ils célébraient les réussites du frère de David sans diminuer celles de David. Ils montraient de l'intérêt pour la carrière artistique de leur fille sans exiger que ce soit toute son identité. Ils fonctionnaient comme une unité qui avait de la place pour tout le monde, et les observer m'a aidé à comprendre à quel point mes propres dynamiques familiales avaient toujours été dysfonctionnelles. Des années après le mariage qui a tout déclenché, je me tenais sur la terrasse de la villa, regardant la lumière du matin transformer le paysage. David dormait encore, et j'avais ces moments de calme pour moi. Le café réchauffant mes mains, l'air toscan doux sur ma peau. J'ai pensé à l'appel de ma mère, me disant qu'il ne pouvait pas venir à mon mariage. Comment j'avais répondu avec une simple acceptation, qui masquait une résignation plus profonde. Comment je n'avais eu aucune idée que cette réponse mènerait à cela, à une liberté qui ressemblait à une bouffée d'air après des années sous l'eau. Ils voulaient que je me batte pour leur présence, que je réorganise ma vie autour des besoins de Madison une fois de plus, que j'accepte mon statut secondaire comme permanent et immuable. Au lieu de cela, j'avais été d'accord avec eux, je les avais laissés rester à la maison, et j'avais construit quelque chose de si beau qu'ils en ont littéralement eu le souffle coupé en voyant les photos. La partie mesquine de moi savourait encore ce moment. La voix paniquée de ma mère réalisant ce qu'elle avait manqué. La fureur de Madison d'être éclipsée, malgré avoir obtenu tout ce qu'elle exigeait.
Mais la partie plus saine de moi avait dépassé le plaisir de leur regret, pour simplement profiter de ce que j'avais construit. La villa derrière moi représentait plus que de la vengeance ou un règlement de compte. Elle représentait le choix de moi-même, après une vie à être choisie en dernier. Elle représentait un partenariat avec quelqu'un qui voyait ma valeur, clairement. Elle représentait une vie construite avec intention, plutôt qu'héritée par obligation. Si ma famille finissait par faire le travail nécessaire pour mériter une place dans cette vie, peut-être que je leur ferais de la place. Mais cela ne dépendait que d'eux, et j'étais sincèrement heureuse, dans un cas comme dans l'autre. Le soleil montait plus haut, dissipant la brume matinale des vallées en contrebas. David est apparu sur la terrasse, encore tout endormi, me souriant comme si j'étais la meilleure chose qu'il ait jamais vue. Nous avons fait des plans pour la journée. Quelque chose de simple. Peut-être une balade en voiture jusqu'à une ville voisine pour le déjeuner. Peut-être simplement rester ici et lire dans le jardin. Le luxe du choix, de construire une vie qui nous convenait, de n'avoir rien à prouver à personne, ne vieillissait jamais. Mon mariage était censé être une note de bas de page dans l'année de gloire de Madison. Au lieu de cela, il est devenu la ligne qui a divisé ma vie en un avant et un après. Avant que je ne comprenne ma valeur, indépendamment de leur reconnaissance, et après que j'ai revendiqué la vie qu'ils n'avaient jamais imaginée pour moi. Ils n'avaient toujours aucune idée réelle de ce que je possédais, de ce que j'avais construit, de ce à quoi ma vie ressemblait au-delà de ces photos Instagram. Ils supposaient que la villa était un succès isolé, ne comprenant pas que ce n'était qu'une pièce d'un tableau plus vaste, qu'ils avaient perdu le privilège de voir clairement. Cette ignorance ressemblait à de la justice. J'ai fini mon café alors que la journée se réchauffait autour de moi. La villa, solide et magnifique dans mon dos. Mon mari préparant le petit déjeuner dans la cuisine. Ma vie s'étendant dans toutes les directions, comme ces vallées dorées de Toscane, pleines de possibilités, d'appartenance, et de paix. Ils avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir à mon mariage. J'avais dit que ce n'était pas grave, et je le pensais.